Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire un petit tour du côté des petites news. On a quand même quelques trucs intéressants puisque c'est enfin l'arrivée des GPU un petit peu plus entrée de gamme. Et quelques autres trucs, on va observer tout ça juste après la petite sponsor, allons-y, c'est parti. Vous avez acheté ou monté un nouveau PC, vous avez besoin d'une clé Windows ou de la dernière version d'Office, alors n'hésitez pas à profiter des offres de chez Godil24, avec par exemple 50% de réduction sur les clés Windows avec le code de la chaîne VCG50, et si vous cherchez la dernière version d'Office ou un bundle Windows plus Office, vous pouvez avoir 62% de réduction grâce au code VCG62. Et sur le site, vous trouverez en bas de la page de l'offre les instructions pour passer commande avec toutes les étapes et comment utiliser leur moyen de paiement par PayPal. Et une fois le paiement validé, en quelques minutes, vous recevrez là où les clés que vous avez commandées par email ainsi que les instructions pour les utiliser, donc pensez bien à vérifier dans votre répertoire spam au cas où le mail s'y trouverait. Et si vous rencontrez un problème quelconque, n'hésitez pas à contacter l'assistance 24h sur 24, 7 jours sur 7 qui vous accompagnera en cas de problème. Tous les liens seront dans la description de la vidéo et comme d'habitude, merci à vous si vous achetez une clé car ça permet d'aider la chaîne tout en ayant pour vous quelque chose en retour. Et également merci bien sûr à Godil24 pour sponsoriser cette vidéo. Et donc on commence avec Intel. Intel côté processeur qui apparemment devrait abandonner l'appellation i, donc tous les processeurs qui étaient les i5, i7, i9, i3, enfin bref. Les i devraient disparaître au profit des Core Ultra. Donc on devrait retrouver sur les prochaines générations des Core 5 Ultra, des Core 7 Ultra et des Core 9 Ultra. Pourquoi pas? Après j'avoue que j'ai un petit peu de mal à saisir l'idée ou l'intérêt de la chose ici, parce que bon, refaire un branding complet comme ça, c'est généralement qu'il y a une raison avec. On fait pas ça du jour au lendemain sans vraie raison. Par exemple Nvidia, quand ils ont changé des GTX au RTX, c'est parce qu'il y avait une grosse évolution avec l'ajout du ray tracing, et c'était un petit push marketing en plus de ça. Bon alors ici, moi ce que je comprends, c'est surtout pour accompagner la sortie de Meteor Lake, la prochaine génération de processeurs chez Intel, donc à la limite, pourquoi pas. Enlever le i, c'est pas gênant outre mesure, mettre plus l'accent sur le côté core, je peux comprendre, mais c'est vrai qu'après des dizaines d'années de core i quelque chose, faire du core ultra, bon, ça rallonge un petit peu le nom, c'est pas forcément incroyable. Bon après, c'est Intel qui décide, mais je suis pas sûr que ça change quoi que ce soit. Et on enchaîne avec MSI côté carte graphique. Alors souvenez-vous, la fois dernière, on avait abordé le sujet de cette fameuse RTX 3060 Ti Super 3X qu'MSI était sur le point de lancer. Bon, apparemment, ça n'a pas beaucoup plu à Nvidia, sans grande surprise, puisque bon, le nom est quand même un petit peu tendancieux. Du coup, Nvidia a demandé tout simplement à MSI de ne pas vendre ce nouveau modèle, puisque on le sait, l'appellation Super sur les cartes Nvidia, généralement ça veut dire que c'est un refresh de l'ancienne gamme, sauf qu'il n'y a pas eu de refresh de la gamme 3000. Fort logiquement, ici, même si c'était Super 3X en un seul mot, c'était pas franchement hyper malin, je trouve, de la part d'MSI de lancer ce type d'appellation pour une nouvelle révision de la 3060 Ti. Toujours côté GPU, en ce moment apparemment il y a une certaine mode, des modes pour les GPU, rajouter de la RAM sur certains GPU. Donc on en a vu passer plusieurs. Alors dans un premier temps il y avait la 3070 où on a rajouté 8 Go de RAM pour en faire une 3070 avec 16 Go fort logiquement. Et bien évidemment, dans certains jeux où on est limité par la VRAM, ça aide fortement les performances de la 3070. Bon, ça, je dirais, il n'y avait pas vraiment besoin d'aller jusque-là pour se rendre compte qu'effectivement c'était le cas. On s'en doutait bien. On a aussi vu passer un autre mode pour la 3060 8 Go qui a été retransformé en 3060 12 Go. Donc là, c'est un petit peu plus périlleux, entre guillemets, même si ça reste dans le domaine du réalisable, puisque bon, la 3060 8 Go, c'est une 3060 12 Go amputée de 4 Go de RAM, et du coup, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo sur la VRAM, on change la taille du bus mémoire, bon voilà, on repasse à la configuration d'origine. Rien d'absolument incroyable dans les faits, on reste dans le domaine du possible. Et donc bien évidemment, quand on retransforme la 3060 8 Go en modèle 12 Go, comme on élargit la taille du bus mémoire, on gagne bien évidemment en performance, puisque le gros problème de la 3060 8 Go, quand je l'avais testé, c'est évidemment sa taille de bus mémoire qui était fortement diminuée. On perdait pas mal du côté des performances. Et donc le dernier mode en date sur le sujet, c'est la 5600 XT de chez AMD qui est passée de 6 à 12 Go de RAM, donc un doublement de la VRAM. Donc pour faire ce genre de mode, entre guillemets, il y a plusieurs problèmes qui peuvent être rencontrés. Donc par exemple avec la 3070 16 Go, c'est possible uniquement parce qu'il y a des cartes en GA104 qui ont 16 Go de RAM, même si la 3070 n'en a pas. Donc ça veut dire que c'est reconnu
du côté du BIOS, c'est reconnu du côté des drivers, du coup ça fonctionne sans trop de problèmes. En ce qui concerne la 3060 8Go passée en modèle 12Go, là c'est un cas un petit peu particulier, puisque effectivement c'est une version castrée d'un GPU qui existe déjà, on repasse à la configuration d'origine, du coup du côté des drivers, du côté du GPU lui-même, c'est une configuration qui existe déjà, du côté des BIOS également, du coup ça pose pas de problème. Par contre pour la 5600 XT comme ça a été fait ici, c'est un petit peu plus compliqué puisqu'il n'y a pas de modèle qui existe de 5600 XT avec 12 Go de RAM sur le marché. Du coup pour que ce mode fonctionne, il faut non seulement changer les puces mémoire. Ici c'est un multiple de 2 puisqu'on garde la même taille de bus, puisqu'on ne peut pas faire ce qu'on veut au niveau de la taille du bus mémoire, donc on est toujours sur un bus mémoire 192 bits, on passe de 6 à 12 Go de RAM, mais en plus de ça, les modeurs ont dû bricoler un petit peu les BIOS et les drivers pour pouvoir avoir une 5600 XT qui prend en charge les 12 Go de RAM. Et en plus de ça ici, les modeurs ont choisi de mettre de la RAM plus rapide que sur la 5600 XT d'origine, ce qui fait que la carte a fort logiquement des performances supérieures au modèle de base. Donc bref, tout ça c'est pas totalement inintéressant, même si c'est plus pour la science qu'autre chose. Après, je trouve que la carte la plus triste dans l'histoire, c'est plus la 3070, puisqu'effectivement, si elle avait eu 16 Go au lieu de 8, ça lui éviterait les déboires actuels dans certains titres, puisque la carte au niveau de sa puissance elle-même, ça reste quelque chose de très correct. Et c'est un petit peu dommage de voir que dans certains titres, elle est fortement limitée par sa VRAM plus qu'autre chose. Côté GPU toujours, et là ça parlera peut-être aux plus anciens d'entre vous, on a Matrox. Matrox existe toujours. Matrox, c'était une marque très reconnue dans les années 90, début 2000 encore un petit peu, pour des cartes vidéo, comme on disait à l'époque, et qui avait de très bonnes performances du côté affichage 2D. Bon, la 2D, on est vite passé à autre chose, c'est vite devenu un petit peu secondaire, mais à une certaine époque, on testait aussi les performances des cartes graphiques en 2D. Et donc Matrox lance actuellement une nouvelle série de cartes graphiques ici basées sur les GPU Arc de chez Intel. Et ce qui est intéressant avec ce lancement, c'est que l'on voit apparaître des modèles de A380. Bon, l'A380 on connaît déjà chez Intel. Par contre, il y a une nouvelle carte que l'on n'a jamais vue jusqu'ici, c'est l'A310, qui est une version castrée de l'A380. Et donc Matrox, c'est un des premiers constructeurs à lancer cette référence sur le marché. Du coup, bon, la 310, on se doute bien que c'est une carte qui va faire quasiment uniquement de la 2D. Un petit peu d'encodage et tout ça, ça devrait être possible, mais au niveau des performances 3D, déjà la 380, c'est pas terrible. La 310, c'est forcément plus pire. Et on enchaîne vite fait du côté de l'enquête Steam, puisque l'enquête Steam, c'est souvent utilisé pour donner un petit peu des tendances au niveau des GPU. Et c'est vrai que quand on voit ce qui s'est passé ces derniers mois, on peut quand même se poser la question si c'est vraiment pertinent ou si l'enquête Steam est vraiment fiable pour donner une tendance sur le marché et ce que les gens ont dans leur bécane. Puisque comme on a pu l'observer, par exemple on avait entendu dire qu'au mois de mars, la RTX 3060 était passée première du panel sur Steam au niveau du nombre de GPU, sauf que ce mois-ci, on a eu une baisse de 6% de détention de 3060, pour du coup repasser en 3ème position pour la 3060, ce qui est quand même un petit peu étrange, et c'est pareil, si on regarde la GTX 1060, on voit qu'au mois de février on était à 5%, au mois de mars on était passé à quasiment 8%, ce qui n'a absolument aucun sens vu que la GTX 1060 n'est plus produite depuis maintenant de très nombreuses années, pour repasser au mois d'avril en dessous de 5%, ça n'a pas beaucoup de sens. Pareil en ce qui concerne la GTX 1650, on était à 6% au mois de février, 4% au mois de mars, donc une chute quand même assez énorme. Sur l'enquête Steam, c'est beaucoup, 1 point ou 2, ça joue énormément, pour repasser à 6,19% au mois d'avril, et c'est un petit peu la même chose que pour la GTX 1060. Alors la 1650, on en trouve toujours en vente sur le marché, mais de là à gagner 2 points en un seul mois, ça tient pas la route. Alors, est-ce qu'il y a eu un problème au mois de mars au niveau des prises de données? Je sais pas trop, puisqu'il y a quand même plusieurs cartes pour lesquelles on a eu une forte augmentation et une rebaisse à un niveau plus normal pour le mois d'avril. C'est pas impossible, mais ça fait quand même un petit peu étrange, et du coup, je pense qu'il faut quand même prendre les chiffres qui sont donnés avec l'enquête Steam avec des pincettes. Et on repasse côté processeur avec, ce qui a fait beaucoup de bruit ces dernières semaines, avec les Ryzen 7000, particulièrement X3D, qui pouvaient poser problème avec certaines cartes mères. Alors, il semble quand même y avoir un souci
particulièrement avec les cartes mères de chez Asus, mais pas que. Et ce qui semble ressortir de tout ça, après une vidéo de chez Gamers Nexus et des explications de chez AMD, c'est un souci avec la gestion du expo, donc l'overclocking de la RAM. Alors pour essayer de rendre ça le plus simple possible, alors il y a déjà un truc avec les Ryzen X3D, depuis le 5800 X3D déjà, c'est que ceux-ci ne sont pas vraiment overclockables, puisque rajouter du cache en plus au-dessus du corps classique, eh bien ça rend la chauffe de tout ça et le voltage un petit peu plus compliqué, ce qui fait qu'on ne peut pas dépasser une certaine limite au niveau du voltage, et ce qui fait que l'overclocking est tout simplement bloqué. Puisque comme on a eu l'occasion de le voir avec ce problème qui est apparu ici, c'est que quand on envoie trop de voltage dans les 7000 X3D, ils ont tendance à exploser tout simplement, puisque c'est trop de voltage par rapport à ce qu'ils sont capables d'encaisser. Et là du coup la question que vous vous posez peut-être, c'est que comme l'overclocking est bloqué, comment ça se fait qu'il y a des problèmes avec certaines cartes mères et avec l'Expo en particulier. Alors déjà ce qu'il est important de retenir, c'est que l'Expo ou le XMP c'est considéré comme de l'overclocking, même si c'est la RAM, ça a aussi une incidence potentielle sur le processeur, puisque le contrôleur mémoire qui gère la RAM est intégré sur les processeurs maintenant, ce n'est plus sur le chipset, puisqu'à une certaine époque tout ça c'était sur la carte mère. Donc comme la gestion de la RAM et sur le processeur, quand on active l'overclocking de la RAM, eh bien, les fabricants de cartes mères peuvent envoyer plus ou moins de voltage vers le processeur pour qu'il gère la RAM de manière plus ou moins optimale pour essayer de stabiliser tout ça. Et une des manières les plus simples et cracra pour tenter de stabiliser la RAM le plus facilement possible, eh bien c'est d'envoyer le plus de voltage possible vers la RAM, donc vers le processeur, et c'est un petit peu ce qui se passait avec les cartes mères Asus, comme on le voit ici, comme l'a fait remonter Gamers Nexus. Asus envoyait quand même beaucoup de voltage vers la RAM par rapport aux autres constructeurs de cartes mères. Ce qui fait que le problème qui a été rencontré ici avait plus de chances d'arriver avec les cartes mères de chez Asus qu'avec les cartes mères des concurrents, même si certaines autres marques ont eu aussi ce problème, puisque on pouvait aussi avoir un petit peu plus de voltage que ce qui était préconisé. Ce qui ressort de tout ça, c'est que déjà, il ne faut pas forcément s'inquiéter outre mesure. Le problème est quand même plutôt rare, par contre, il est quand même nécessaire d'upgrade son BIOS le plus rapidement possible, particulièrement si vous avez une carte mère de chez Asus, c'est mettez votre BIOS à jour, et pour toutes les autres marques c'est pareil, mettez votre BIOS à jour, puisqu'il y a eu une première série de BIOS qui ont été balancés pour justement limiter le voltage maximal qui était envoyé vers le processeur en cas d'overclocking par l'Expo. Si vous voulez le moins de risque possible, n'utilisez pas l'Expo du tout, même si à l'heure actuelle je pense qu'avec les derniers BIOS ça devrait pas poser de problème. Après, il y a aussi AMD qui devrait lancer un nouvel Agesa, donc on devrait encore avoir une nouvelle série de BIOS qui seront mis à jour pour début mai, donc ça devrait débarquer dans pas trop longtemps. Donc bref, ce qui semble ressortir de tout ça au final, c'est qu'il semble quand même y avoir eu un gros manque de communication entre AMD et les différents fabricants de cartes mères, et au niveau des fabricants de cartes mères, tout n'a pas forcément été fait dans les règles de l'art non plus, et bon, il y a des soucis de communication, ça fait quand même un petit peu amateur tout ça dans l'ensemble, et c'est vrai que ce sont des choses qui ne devraient pas arriver. Et malgré tout, on sait que la plupart des marques, à l'heure actuelle, cherchent plus à faire le plus de profit avec le moins d'efforts possible. Donc peut-être qu'il y a des choses qui sont peut-être faites un petit peu à l'arrache, très probablement d'ailleurs, ce qui fait qu'on arrive avec parfois des problèmes de ce genre. Ce qui semble s'être passé, c'est que les Ryzen 7000 de base peuvent encaisser plus de voltage que les modèles X3D, même s'ils ont une certaine limite également. Apparemment du côté de chez AMD, les instructions pour les 7000 X3D sont peut-être pas passées aussi bien, peut-être que c'est un oubli au niveau de l'Expo et du voltage qui peut être envoyé vers le processeur de ce côté-là aussi. Donc bon, ça ressemble quand même à un bon gros cafouillage dans les règles de l'art, et c'est quand même très malheureux, puisque la plateforme AM5, depuis sa sortie, c'est quand même pas une franche réussite jusqu'ici. Et on passe maintenant sur le segment GPU entrée de gamme, avec déjà la RTX 3070 qui baisse de prix, fort logiquement, et qui arrive maintenant en dessous de son MSRP, plus de 2 ans et demi après sa sortie. Ça aura mis beaucoup de temps, et c'est effectivement depuis la sortie de la 4070 et l'arrivée très prochaine de la 4060 Ti que les prix commencent enfin à baisser pour cette référence. Donc par exemple chez Case-King en Allemagne, on a vu passer la 3070 Twin Edge à 450 € au lieu des 500-550 classiques que l'on voyait dernièrement. Et c'est plutôt logique, je pense qu'actuellement c'est un petit peu l'opération vidage de stock avant l'arrivée de la 4060 Ti. Malgré tout, et comme le remonte 3D Center, les tarifs des GPU dans l'ensemble sont en train de chuter, puisqu'on a eu une baisse de plus de 10% depuis le mois de janvier, un petit peu sur toutes les cartes, et c'est clairement ce qu'on retrouve en boutique également. Et c'est vrai que tout ça, ça a été un petit peu accentué depuis l'arrivée de la RTX 4070,
où là on a vu qu'il y avait un petit chamboulement sur les GPU en dessous des performances de la 4070, puisque même si le prix de celle-ci est relativement élevé, bon, on a déjà vu qu'il y avait des modèles qui sont disponibles maintenant aux alentours des 600 balles, hein, donc ça fait déjà à peu près 10% de réduction en quelques semaines depuis sa sortie sur certaines références, et en plus de ça, ça a forcément un impact sur les cartes qui se trouvent en dessous. Et en première ligne, hein, c'est les 3070 Ti, 3070, 3060 Ti et compagnie. Et chez AMD, on a vu aussi un repositionnement de tout ce qui est 6800 XT. La 6800 chez nous est plus vraiment disponible, mais bon, dans l'ensemble, on a quand même vu une précipitation des tarifs vers le bas sur tout ce qui est milieu entrée de gamme. Puisque même si on sait que la 4060 Ti arrive très probablement pour la fin du mois de mai, eh bien on entend aussi de plus en plus parler qu'AMD devrait enfin sortir les cartes plus entrée de gamme pour RDNA 3, et ça devrait arriver pour ce trimestre. On entend beaucoup parler en ce moment de tout ce qui est 7600 XT, tout simplement parce que Navi 33 arriverait sur le marché pour les PC de bureau avant Navi 32, et c'est quelque chose qui était plus ou moins prévu de longue date. Puisqu'avant même l'arrivée de Navi 31, des premières cartes RDNA 3 sur le marché, on avait déjà entendu dire que Navi 33 arriverait très probablement sur le marché avant Navi 32. Alors c'est peut-être aussi une stratégie, un petit peu comme l'a fait Nvidia, pour écouler les stocks de Radeon 6000 qui restent encore sur le marché. On le voit en ce moment, il y a quand même de fortes baisses de prix sur tout ce qui est RX 6000, très certainement pour faire de la place pour les futurs GPU en Navi 32. Et c'est vrai que la question qu'on est tenté de se poser, c'est tous ces GPU d'entrée de gamme qui arrivent, est-ce qu'ils seront intéressants ou pertinents, ou est-ce que ce sera juste plus ou moins la même chose que ce qu'on a déjà sur le marché actuellement, et est-ce que l'intérêt au final est quasiment proche du zéro? Puisque bon, la 7600 XT, si c'est 10-15% plus performant que la 6650 XT, on a déjà un GPU sur le marché qui existe chez AMD, c'est la RX 6700 10 Go. C'est vrai que si on a la même chose qui sort, plus ou moins au même tarif, mais avec 2 Go de RAM en moins, ça n'a pas grand intérêt pour l'utilisateur final. Chez Nvidia, c'est pareil, la 4060 Ti et la 4060, ce sont très certainement des cartes qui auront 8 Go de RAM. Des cartes à 8 Go de RAM, mi-2023, si le tarif n'est pas vraiment hyper agressif, elles n'auront que très peu d'intérêt, même pour des configs orientés 1080p. Si c'est des cartes qui coûtent 300-400 balles, pour moi c'est juste beaucoup trop cher. Puisque bon, faut pas oublier non plus que déjà actuellement sur le marché, là on l'a vu ces derniers jours, on retrouve de la 6700 XT à 350 € environ. La RX 6700, elle s'approche de plus en plus des 300 €. Donc si cette 7600 XT coûte plus de 300 balles, déjà d'emblée, ça n'a aucun intérêt. Et je vous avoue que si AMD voulait vraiment se la jouer fine et se donner une très bonne image de marque, ce serait de sortir cette 7600 XT, peut-être la nommer RX 7600, de la proposer à un tarif vraiment hyper agressif, c'est-à-dire aux alentours des 250 €, donc aux États-Unis probablement 200-230 balles, et là ça en ferait un GPU plutôt intéressant pour des configurations d'entrée de gamme, et pourquoi pas proposer une 7600 avec 16 Go de RAM, puisque c'est possible de le faire, et de proposer cette carte toujours sur l'entrée de gamme avec 16 Go de RAM, mais à un tarif un petit peu plus élevé, puisqu'un modèle 16 Go de RAM serait très probablement plus acceptable, même aux alentours des 300 €. Puisque bon, même si la RAM ça a un certain coût, 8 Go de RAM, ça coûte pas 100 balles de plus sur un GPU, donc que ce soit pour les 4060 ou les 7600, faire des modèles avec de la RAM en plus pour 50-70 balles de plus, ce serait pas totalement déconnant. Et je pense que très clairement AMD a un coup à jouer s'ils veulent vraiment essayer de gagner en part de marché. Après la question c'est est-ce qu'ils veulent vraiment gagner en part de marché? C'est pas dit, quand on voit le positionnement qu'ils ont eu jusqu'ici avec RDNA 3 ou même avec les Ryzen 7000, on se dit qu'AMD cherche principalement à faire plus de marge que de part de marché sur le segment des PC de bureau. Et c'est un petit peu la même chose pour moi, Nvidia devrait procéder de la même manière, proposer des cartes avec 8 ou 16 Go de RAM et de les vendre plus ou moins cher. Et ce serait au final peut-être le move le plus pertinent dans la configuration actuelle pour proposer des cartes à ce tarif-là, s'ils veulent vraiment vendre des puces aussi petites à un tarif aussi élevé, au moins donner la RAM qui va avec, puisque là 8 Go de RAM, c'est vraiment borderline, on le sait, même pour le 1080p, même si ça devrait passer dans les grandes lignes, on aime quand même avoir quelque chose d'un petit peu plus confort, surtout que les tarifs des GPU sont beaucoup plus élevés qu'auparavant. Puisque bon, que ce soit la 3060 et la 3070 ou tous les autres GPU de ce niveau de performance avec 8 Go de RAM, ça peut servir, ça reste encore de très bonnes performances pour beaucoup de jeux en 1080p ou en 1440p, ça passe encore, pas tout détail à fond, mais ça passe encore.
ça devrait encore passer pendant un bon moment, mais pas à 400 balles et plus, même 350 balles et plus, pour moi c'est trop cher. Un GPU avec 8 Go de RAM qui sort maintenant, hein, c'est 300 €, je précise bien euros, grand maximum, ce qui fait qu'aux États-Unis, hein, ça doit être 200-250 $, grand maximum également, puisque au-dessus de ça, pour moi, ça perd tout intérêt, puisqu'il y a déjà des options sur le marché avec plus de VRAM et un niveau de performance similaire. Du côté de chez AMD, on a aussi entendu un petit peu parler de la possible 7800 XT et d'une possible référence sur Navi 31. Et c'est vrai que ce serait pas totalement idiot, puisque bon, déjà rien qu'en prenant les specs de Navi 32 par rapport à Navi 31, c'est une assez grosse coupe au niveau des performances théoriques entre les deux cartes, et la possible 7800 XT sur Navi 32 aurait quand même de grosses difficultés, même par rapport aux cartes d'ancienne génération, puisque de ce qu'on estime, elle devrait très probablement avoir des performances similaires à la 6800 XT actuelle sur Navi 21. Du coup, ça paraît quand même hyper compliqué de positionner celle-ci en dehors d'avoir quelque chose de beaucoup moins cher. Donc de proposer une autre carte basée sur Navi 31, un petit peu plus castrée, avec un bus mémoire diminué également, d'avoir une carte avec 16 Go de RAM, et une carte qui se positionnerait du coup avec des performances similaires à la 6900-6950 XT, ça paraîtrait déjà un petit peu plus logique. Si ça sortait au même tarif que le tarif officiel de la 6800 XT, ce serait pas une évolution incroyable, mais ça aurait plus de sens que de mettre la 7800 XT sur Navi 32, qui pour moi devrait équiper uniquement les 7700 XT et 7700. Et c'est vrai que si on regarde la situation dans l'ensemble, j'ai quand même l'impression que pour les cartes milieu, voire entrée de gamme, ça commence à être un sacré foutoir, puisque j'ai l'impression que les marques se sont un petit peu mises dedans elles-mêmes, elles savent pas trop comment réagir et comment positionner leurs différentes cartes par rapport à ce qui est déjà présent sur le marché, même par rapport entre les deux marques GPU, comment se positionner, à quel prix, puisque là on arrive sur un segment où il y a vraiment beaucoup de concurrence à tout type de prix, à tout type de configuration, avec beaucoup de VRAM différents entre les différents modèles, et je pense qu'il faudra quand même garder un œil sur ce qui est vraiment intéressant, puisque bon, pour les acheteurs c'est souvent tentant de partir sur les nouveaux modèles, mais parfois c'est pas la meilleure affaire. Enfin bref, je pense qu'on a fait un petit peu le tour pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à faire les trucs pénibles de YouTube pour soutenir la chaîne, et puis on se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. Des bisous, à la prochaine, salut!